Du harcèlement au viol, pourquoi les personnes autistes sont-elles plus fragiles que les autres? C'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Alors, c'est pas très joyeux, on va pas se gondoler. Donc si vous êtes dans une période où vous êtes pas très bien, peut-être que c'est pas le bon moment pour voir cette vidéo. Et puis si le sujet vous intéresse, prenez un café, une boisson chaude et puis posez-vous, on va papoter. Oui, je mets pas de musique dans mon jingle. Bonjour, moi c'est Johanna, maman d'une loulotte TSA sans déficience de 12 ans et suite à ça, moi-même en période de diagnostic. Numéro 1, le harcèlement. Pourquoi les jeunes autistes sont-ils plus fragiles face au harcèlement? Alors déjà, qu'est-ce que c'est le harcèlement? Donc dans la définition classique de Wikipédia, le harcèlement est un mode de persécution consistant à enchaîner de façon répétée des agissements ou des paroles hostiles afin de démoraliser et d'affaiblir psychologiquement la personne qui en est la victime. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que à l'adolescence, l'identité se construit surtout par rapport au groupe. Euh, pour un adolescent, appartenir à un groupe, c'est souvent parfois se conformer. Or, un adolescent autiste qui peut avoir des bizarreries comme par exemple du stimming, un style vestimentaire particulier, une façon de s'exprimer qui est un peu originale ou alors des intérêts spécifiques qui vont être considérés par les autres comme complètement barrés, et si vous ajoutez à ça la difficulté à se faire des amis et la difficulté à comprendre les implicites, vous avez un adolescent qui va pour le coup être marginalisé et donc qui va être beaucoup plus sujet au harcèlement. Je fais une petite parenthèse concernant les harceleurs. J'ai pas du tout envie ici d'avoir un propos manichéen du genre il y a les gentils autistes qui sont harcelés et les méchants harceleurs, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que des enfants qui sont violents, qui harcèlent, ce sont des enfants qui soit vivent des violences à la maison, soit ont été eux aussi harcelés. Donc en fait, ce que je tiens à dénoncer ici, c'est un processus et pas des individus. Parenthèse fermée. Donc j'ai été harcelée, ma fille a été harcelée, et ma fille, ce qu'elle ne comprenait pas en fait, c'était les codes dans un groupe. Souvent dans un groupe d'ados, on a tendance à se charrier, et elle ne comprenait pas ça, elle prenait ça pour de la méchanceté, donc forcément elle prenait mal les vannes qu'on lui envoyait, et elle avait également du mal à en faire. En plus de ça, elle avait des steamings en cours, donc elle a très vite été étiquetée et harcelée. Donc moi aussi, je l'ai vécu. Et donc je vais vous lire un petit passage. Alors pour cette vidéo et pour la prochaine, puisque je vais le faire en 2 épisodes, je vais le faire grâce à un livre que je connais bien, puisque je l'ai écrit. C'est un livre justement qui raconte, c'est semi-autobiographique, hein, enfin c'est presque autobiographique, sauf que j'ai changé des petits détails. C'est un livre qui raconte, comme dans cette vidéo, mon parcours, comment du harcèlement, j'ai changé de lycée pour rencontrer une personne toxique et où j'en suis arrivée à un viol. Alors à l'époque où j'ai écrit ce livre, je ne savais pas encore que j'étais concernée par l'autisme, donc à aucun moment dans le livre il y a le mot autiste. Mais pour ceux qui s'y connaissent, il y a énormément de détails qui font qu'on se dit ouais, là c'est ça qui se passe. Si le livre vous intéresse, parce que je ne suis pas là non plus pour en faire de la pub, hein, si le livre vous intéresse, je vous dirai à la fin de la deuxième vidéo comment vous pouvez vous le procurer. Parce que, alors il est encore disponible dans le commerce, mais mon éditeur ne me paye plus mes droits d'auteur. Et j'ai super la flemme en fait de me battre, j'ai pas d'énergie pour ça, donc voilà. Ce qui s'est passé quand moi je suis rentrée en seconde, parce que moi ça a commencé en seconde, j'ai pas été harcelée au collège parce que je viens d'un tout petit village où un peu on a grandi ensemble, vous voyez ce que je veux dire? Donc que ce soit la petite école ou le collège, j'étais vue un peu comme la nana un peu bizarre, mais la nana un peu bizarre avec laquelle on s'est élevé et avec laquelle on a eu l'habitude d'interagir. Donc voilà, j'étais parfois plus tolérée qu'acceptée.
Mais disons que ça allait encore. Par contre, en rentrant en seconde, donc dans un lycée un peu plus grand, en quittant le village, et ben là, je suis tombée sur d'autres personnes. Et alors, j'avais fait mon stage de troisième dans un journal local. Donc, le journaliste avec qui j'ai fait mon stage de troisième, pour faire son article sur la rentrée des classes, il avait décidé, alors je ne sais pas si c'était par flemme ou par voilà, d'interviewer une lycéenne qui rentrait. Et donc, cette lycéenne, c'était moi. Donc, je me suis retrouvée avec ma tête sur le journal, interview, tout ça. Et comme en plus de ça, j'écrivais mes pièces de théâtre, je les montais, j'écrivais déjà des romans. Enfin, c'est vrai que l'interview, en la lisant, ça a pu susciter des jalousies hein, chez les gens de mon âge. Donc déjà, jour de la rentrée, bam, il y a eu cet article. Et puis, il y a eu aussi le cours de français. Et donc, moi, la littérature, c'est mon intérêt spé depuis que j'ai l'âge d'entendre des histoires. Donc, la littérature étant mon intérêt spé, forcément, je surinvestissais l'écriture. C'est ce que je vais vous lire ici. Toujours en ce premier jour, le cours de français. Notre prof nous demande de nous présenter, type portrait chinois en anaphore, en commençant par « j'aime » ou « je n'aime pas ». Ni une ni deux, j'ai pompé un truc lyrique. Je ne l'ai pas écrit dans Johanna, donc c'était mon journal intime, ce que j'avais écrit, mais me connaissant, ça devait être un truc du style j'aime lorsque l'aube pointe ses rayons vers la fenêtre de ma chambre. J'aime lorsque le parfum de la nature envahit mon espace. J'aime. Du grand classique pour moi. Lorsque la prof a commencé à demander aux autres de lire, j'ai entendu des listes plus prosaïques. J'aime faire du cheval, j'aime le chocolat, j'aime aller au cinéma, je n'aime pas les brocolis. Le comble de la gêne, c'est que la prof m'a demandé de lire ce que j'avais écrit. J'aurais dû refuser. Le sourire timide, voire le regard de coquère, ou encore même la totale impro avec un « j'aime les spaghettis et la pizza ». Mais j'étais une élève trop sérieuse pour désobéir à un prof, tout du moins frontalement. Alors j'ai lu. Il y a eu un silence de mort dans la classe pendant lequel j'ai cru que le sol allait s'ouvrir sous moi. Puis une voix a soufflé « c'est beau ». Et la prof a enchaîné. Oui, certains peuvent avoir des facilités littéraires. Bon, qui veut passer ? Je sais que c'est dur après ça. Voilà comment, en une journée, mon être tout entier clignotait des pieds à la tête, avec un écriteau au-dessus de moi qui disait, en lettres dorées, comme une annonce sur le Bon Coin, « Tête de Turc intello, gourde, bon défouloir, très peu de défense, idéal premier harcèlement. » Dès le lendemain, la guerre a été déclarée. Moquerie ouverte en cours dès que j'ouvrais la bouche pour répondre à une question, intimidation et insultes pendant les débats en vie de classe, dévalorisation pendant les heures de sport. Le tout sans intervention des professeurs qui lâchaient parfois un timide et résigné « Calmez-vous les filles ». Il m'arrivait de me mettre au lit à 18h, refusant de manger, de regarder la télé, de vouloir juste dormir, dormir pour les oublier, dormir pour ne plus vivre. Je vous avais dit, c'est pas un épisode où on va se gondoler. Mais voilà, beaucoup de personnes ont vécu le harcèlement, le vivent encore. Si c'est le cas pour votre enfant, n'écoutez pas les directeurs ou les directrices qui ne vous croient pas. C'est une souffrance réelle. Et si vous êtes adulte et que vous êtes harcelé aussi au travail, là, de la même façon, et c'est ce qu'on va voir après, parlez-en autour de vous parce qu'en tant que personne autiste, on a tendance à trop, parfois, se remettre en question. Donc, ça m'amène à notre deuxième point, les relations toxiques. Alors ici, je ne vais pas développer, en tout cas, ne pas développer longuement ce qu'est une personne toxique ou en d'autres termes un pervers narcissique parce qu'il y a beaucoup de youtubeuses dont c'est la thématique principale et que je vous invite à aller voir. Il y a par exemple une chaîne qui s'appelle L'audace d'être soi et qui en parle très très bien. Donc tout ce que je vais rappeler ici, c'est qu'une personne perverse narcissique est une personne qui vous manipule en étant d'abord tout à fait conforme à ce que vous souhaitez qu'elle soit, c'est-à-dire qu'elle va s'adapter à vous de manière presque inconditionnelle. Vous allez avoir l'impression que vous êtes totalement connecté. Et puis petit à petit, insidieusement, cette personne va commencer à changer et en changeant,
elle va commencer à vous dévaloriser. Et parce que vous êtes du coup sous cette emprise, c'est le titre d'ailleurs du roman, Chronique d'une emprise, parce que vous êtes sous cette emprise, vous n'allez pas le voir. Et après, plus vous allez être profondément dans l'emprise et plus ça va être difficile d'en sortir. Donc comment savoir si vous êtes dans une telle relation? Là encore, je ne vais pas m'étendre, je vais juste vous donner quelques indices. Vous êtes dans une relation avec une personne toxique lorsque, après l'avoir vue, vous ne vous sentez pas bien. Alors attention, parce que souvent, nous les autistes, étant donné que le social nous fatigue, parfois quand on a vu des personnes, après on est fatigué. Mais il y a une différence entre se dire cette sortie au bowling était bien, mais je suis complètement claquée, et bah tiens, j'ai vu un tel, et j'arrête pas de ruminer en fait, de me dire mais j'ai peut-être fait une gaffe, peut-être que j'aurais pas dû faire ça. Enfin, vous voyez, la personne toxique, c'est une personne qui va vous faire ruminer beaucoup. Les personnes avec qui ça se passe bien, vous n'allez pas ruminer des heures, vous voyez. Ou alors sur des choses qui vont concerner votre autisme, c'est-à-dire comment lui dire que là, tel jour, j'ai pas envie de sortir parce que je suis fatiguée, ou voilà. Mais la personne toxique, elle va vous faire ruminer vraiment sur d'autres choses, sur les conversations que vous avez eues, sur votre relation en fait, vous voyez. Donc c'est une personne qui va occuper beaucoup de votre espace mental. Pourquoi les personnes autistes peuvent être vraiment la proie des personnes toxiques? Numéro 1, la difficulté à se faire des amis. Alors quand toute votre vie, vous avez eu du mal à socialiser et à vous faire des amis, que vous soyez au courant ou non de votre autisme, vous le savez. C'est-à-dire à moins d'être complètement narcissique et de se dire que la terre entière est vraiment très con et qu'il n'y a que vous qui finalement êtes intelligent et que les autres ne vous comprennent pas, et ben vous savez que vous avez un problème, même si vous ne savez pas que vous êtes autiste. Vous savez que depuis tout petit, l'amitié c'est compliqué quoi. Vous avez vécu des ruptures amoureuses, des ruptures amicales, pardon, plus tard des ruptures amoureuses, mais vous avez vécu des ruptures amicales où ça a toujours été compliqué au niveau relationnel. Et du coup, même si vous ne savez pas que vous êtes autiste, vous savez qu'il y a un truc en vous qui fait que les relations, c'est pas facile. Donc ça, c'est le numéro 1. Vous n'avez pas aussi beaucoup de comparaisons. Étant donné que vous n'avez pas eu beaucoup d'amis, une amitié saine, vous avez un peu du mal à voir ce que c'est finalement. Et enfin, avec cette personne-là, vous n'avez pas eu de difficulté sociale parce qu'au début, le pervers narcissique, il est comme vous, il rentre dans votre monde, et ça, c'est la première fois que ça vous arrive. Peut-être la deuxième, mais enfin bref, quand c'est la première fois, déjà vous vous dites « Oh, j'ai un ou une amie », et ensuite vous vous dites « Mais cette personne me comprend, c'est merveilleux ». Donc moi, c'est ce que j'ai vécu. Donc après le harcèlement dont je vous ai parlé, j'ai changé de lycée. Bon, c'est encore un grand classique, hein. Normalement, quand on se fait harceler, les établissements devraient essayer de faire en sorte que la personne harcelée puisse reprendre une scolarité normale. Mais dans la plupart des cas, l'enfant ou l'adolescent harcelé quitte son lycée. Donc c'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai décidé en arrivant dans mon nouveau lycée de totalement changer. Et ça, donc ça rejoint le masking autistique dont j'ai déjà parlé. J'avais conscience en fait que je m'étais fait harceler parce que j'étais différente. Donc je me suis dit, en rentrant dans ce lycée, je fais reset. Donc je m'étais fait un contrat de moi à moi-même, hein, c'était presque une liste. Et donc dans ma liste, il y avait en cours de français, je ne réponds qu'une fois sur deux quand j'en ai envie. Parce que je sais que sinon j'allais attirer l'attention. Je ris systématiquement aux blagues de mes camarades, même si je ne les ai pas compris. Et je fais semblant de m'intéresser au sujet féminin dans les petites conversations. Et vraiment, j'avais contractualisé ça de moi à moi-même parce que je ne voulais pas revivre ça. C'était déjà trop difficile. Donc, dans ce nouveau lycée, je me suis complètement muselée. Et je suis tombée sur quelqu'un qui m'a fait croire qu'il était comme moi. Lecture. Donc, je me fais cet ami qui, dans le roman, s'appelle Christophe. Et un mercredi après-midi, donc nous sommes internes tous les deux, et on décide d'aller à McDo. Et à l'époque, on n'avait pas les téléphones portables, donc on essaye de trouver notre chemin tout seul, et on n'est pas très doué. Nous nous sommes perdus, beaucoup. Nous avons marché une journée entière. Mais ce qui aurait pu être pénible a en fait été joyeux. La conversation allait bon train, le pas enjoué.
Nous nous moquions de nous-mêmes, de notre incapacité à trouver la bonne direction, le bon autochtone qui saurait nous guider, et lorsque nous sommes enfin arrivés, trempés de sueur et toujours sous l'emprise d'un fou rire incontrôlable, nous étions presque déçus. Il y avait ce jour-là dans le restaurant une fille qui avait été dans mon lycée, mais qui ne faisait pas partie de la bande de persécutrices. Je suis allée la saluer, plus crânement que par politesse, tant je voulais te montrer, t'exhiber, toi, parce que tu étais un être vivant de mon âge, qui était mon ami. Oui, regarde Stéphanie de l'ancien lycée, j'ai un ami maintenant, j'en ai même plusieurs des amis. Eh non, je ne suis plus toute seule, c'est fini ce temps-là. Allez, on doit rentrer au lycée avant le couvre-feu. Ouais, je suis interne, ouais, ça se passe bien. Ouais, tu diras bonjour aux autres de ma part, et tu leur diras, surtout, s'il te plaît, que tu m'as vue détendue, souriante et très épanouie. Donc j'y tenais à cette amie, après avoir été la fille qui n'a pas d'amis, la fille qui est toujours toute seule, la fille qui s'enferme dans les toilettes en récré, j'y tenais. Ce qui nous amène, lorsque le pervers narcissique commence à changer, à un problème que nous avons beaucoup, personnes autistes, qui est la tendance à se remettre en question en permanence. Alors pourquoi on a cette tendance à se remettre en question ? Et bien déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, on sait que depuis l'enfance, on a un relationnel où c'est compliqué. Donc on sait qu'on a un problème. Donc souvent, quand c'est un problème relationnel, on se dit « qu'est-ce que j'ai encore fait ?» Deuxièmement, on a souvent été culpabilisés pour nos bizarreries. On nous a souvent dit qu'on paraissait gogol, on nous a souvent dit que ce qu'on disait n'était pas adapté, donc forcément, quand quelque chose va se mettre à aller de travers dans une relation, et ben encore une fois, la même phrase, qu'est-ce que j'ai encore fait ? Et enfin, cette personne qui est venue dans notre monde et qui nous a tellement enchantés, et ben c'est comme si on se sentait en dette envers cette personne. Et du coup, se sentir en dette, ça va encore plus creuser cette impression qu'on lui doit quelque chose. Donc, je vais continuer avec un extrait pour illustrer ce propos. Après cette amitié, il y a eu une relation amoureuse avec cette personne. Et pendant cette relation amoureuse, cette personne n'a pas enlevé son masque tout de suite. C'est-à-dire qu'on était encore dans la phase de séduction, de l'emprise. Je vous lis. Donc je doutais quand même, je doutais de ce qui était de l'amour. Toi, tu étais là, en petit copain parfait. Tu donnais du mon amour par-ci, mon cœur par-là. Et viens là que je te mange la bouche, et que je vais te chercher ton yaourt préféré au rap du self, et que je t'ai encore écrit un poème hier soir. Et tiens, je vais te porter ton sac et t'accompagner en histoire géo. Et t'ai-je dit à quel point tu étais belle ce matin ? Oh oui, à 8 heures, mais il est maintenant 11 heures et tu resplendis. Tu portes le bandana comme une reine. Et ton commentaire composé sur un roi sans divertissement de Giono est le meilleur que j'ai jamais lu. Et ce mec dans ta classe, il n'a pas intérêt à te regarder de travers parce que moi je suis là pour toi, je te protège. Tu sais quoi ? Tu as froid ? Prends ma veste. Tiens, tu veux une cigarette mon amour ? Tu étais parfait et je me sentais toujours en dette. Tu m'as d'ailleurs initiée, d'abord sous couvert de générosité, au tabac. Refuser une fin de clope à 15 ans n'était décidément pas très à la mode, et j'étais déjà bien assez marginale pour me permettre une telle fantaisie. À cette époque-là, je me suis mise à fumer avec toi, parce que tu fumais à chaque récré, parce que tu m'en proposais toujours une, par politesse bien sûr, et petit à petit, tu as commencé à ne plus avoir de sous, et à me suggérer que je pourrais en acheter moi, puisque je fumais autant que toi maintenant, pas vrai ? Vous voyez comme insidieusement, la personne pervers narcissique va gagner du terrain, gagner du territoire et complètement grignoter la personnalité de l'autre en face. Ce qui nous amène, à notre dernier point sur pourquoi les personnes autistes sont plus fragiles. Eh bien, il y a aussi un point très important qui s'appelle l'alexithymie. Alors, l'alexithymie, qu'est-ce que c'est ? Moi, je l'ai appris très récemment. Donc l'alexithymie, c'est une difficulté à identifier, différencier et exprimer ses émotions ou parfois celles d'autrui. Alors ça arrive beaucoup chez les personnes avec un trouble du spectre de l'autisme et aussi chez les personnes qui ont des symptômes psychosomatiques. Donc c'est mon cas aussi puisque je fais des crises non épileptiques psychogènes, donc CNEP. J'en parlerai dans une autre vidéo.
Et du coup, c'est une difficulté à reconnaître ses émotions. Alors, reconnaître celles des autres, ça dans l'autisme, on le sait maintenant qu'on a du mal à décoder, mais on a aussi du mal à décoder ses propres émotions. Et moi, je pensais que j'étais pas du tout concernée, parce que j'avais vu le film Vice Versa, que je l'avais bien compris, et que des fois j'arrivais à me dire « Ah, je suis en colère !» Mais l'alexithymie, c'est plus profond que ça. Moi, je l'ai découvert en faisant des recherches sur l'autisme, puisque c'est devenu mon intérêt spé, et du coup en faisant un test sur internet sur l'alexithymie, et je me suis rendu compte qu'effectivement, très souvent, quand je ressens de l'angoisse, c'est une espèce de boule de malaise, et du coup dans cette boule de malaise, je ne sais pas si c'est de la tristesse, si c'est de l'angoisse, qu'est-ce qui l'a provoqué. Et parfois c'est plusieurs jours après où je me dis ah mais en fait c'était ça, j'étais mal à cause de ça, mais sur le moment je ne sais pas. Donc je continue à être mal et ça gonfle et ça gonfle. Et là, si en face de soi, en tant que personne TSA, alexithymie qui ne sait pas reconnaître ses émotions, si en face de soi, on a quelqu'un de péremptoire en qui on a totalement confiance, qui vous dit « c'est ça que tu ressens, moi je vais t'expliquer, parce que moi j'ai une vision claire, c'est ça qu'il faut qu'on fasse », et bien vous plongez dedans. Donc l'alexithymie est un talon d'Achille fondamental. Donc c'est tout pour aujourd'hui, pour ce premier épisode. Dans le prochain épisode, on reparlera de l'alexithymie et comment ça peut induire du coup une emprise, et on parlera malheureusement, mais il le faut, du viol, et comment du coup tout ce processus que je viens de décrire peut amener à subir un viol sans en avoir conscience. Voilà, prenez soin de vous et à bientôt.